Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La justice entre réforme et modernisation, le dialogue national est essentiellement consacré au troisième pouvoir. Que faut-il attendre de ces assises qui se tiennent demain au CICAD? Les Sénégalais se prononcent dans ce journal. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, est l'invité du 20h. Autosuffisance, Henri Matam affiche ses bonnes dispositions. Les producteurs de la région ambitionnent de faire de bons rendements avec la culture irriguée. Nous serons dans les champs de Sinthiou Mogo où les paysans craignent que leur production soit endommagée par les pluies avant la récolte. Basketball Africa League, l'AS Douanes rate les demi-finales, défaite sur 1 point d'écart face au Petro de Luanda ce lundi. Et puis football Teungueth FC, sacré champion du Sénégal, c'est le second titre des Rufisquois après celui de 2021 en Europe. Mais il y a une décisive qui permet à son club de se maintenir en Série A. Nous parlerons également du meeting de Dakar. Les athlètes sénégalais ont brillé ce week-end à Diamniadio. Bienvenue à tous. Demain, mardi 28 mai, dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Ce sera au CICAD. Plus de 200 participants sont attendus à ces assises sur le troisième pouvoir, pilier de tout état de droit, régulateur de la vue en communauté et de la démocratie. Ibrahim Anog. Balance de l'équilibre ou la charpente sur laquelle viennent se greffer les activités socio-économiques d'un pays. C'est pour ainsi parler de la justice. Elle correspond d'abord à un idéal philosophique et moral qui renvoie à la notion d'égalité entre les citoyens et d'équilibre dans leurs relations. La justice, c'est aussi une activité, celle de juger. Et dans un pays où la liberté d'expression est assurée, le respect du principe de la séparation des pouvoirs, tel que théorisé par Montesquieu, doit être donc la ligne de conduite de toute une démocratie. Un enjeu bien compris par les nouvelles autorités du Sénégal. C'est pourquoi le 2 avril 2024, alors qu'il venait d'accéder à la magistrature suprême, le nouveau président élu avait déjà manifesté sa volonté pour l'indépendance de la justice sénégalaise. La promesse est une dette, a-t-on l'habitude de dire. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bien respecté sa parole. La rencontre de ce 28 avril à Diamniadio sur la question en dit long sur la nécessité de renforcer davantage ce pilier de la démocratie sénégalaise. Réforme et modernisation de la justice, un thème sur lequel théoriciens, praticiens de la justice, entre autres acteurs, vont se pencher pendant une durée de 2 jours. L'objectif est clair, permettre au pouvoir judiciaire de retrouver ses lettres de noblesse. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis va suivre avec grand intérêt les assises nationales de la justice des étudiants ainsi que le corps professoral et espère que ces moments vont davantage restaurer l'indépendance de la justice et prendre en compte le déficit d'acteurs, notamment dans les régions. Voici quelques réactions au micro de Abdouad. Je veux qu'on revienne à la base, parce qu'ici, on apprend le droit en théorie, mais on n'apprend pas le droit en pratique, je veux dire, de manière exclusive. Ce que j'aimerais, c'est qu'on crée des ateliers où nous, étudiants, on pourra faire un peu de pratique. Et ça va faciliter notre inclusion dans le monde professionnel. Ça va nous permettre, en tant que nous, étudiants en droit, et également pour toutes les personnes préoccupées par la justice, d'avoir leur mot à dire sur sa gestion, sur leurs attentes et sur ce que peut-être que ces personnes-là voudraient changer. Que des questions beaucoup plus pratiques puissent être prises en charge. Par exemple, quand on prend le cas de la célérité des procédures, il faudrait que les procédures dans les différentes branches donc, de notre justice puissent être des procédures qui soient en phase avec nos objectifs de développement économique et aussi social. J'ai l'habitude de le dire, au Sénégal, la justice se rend au quotidien. La justice commerciale est rendue au quotidien, la justice civile est rendue au quotidien. Le seul problème qu'on constate, c'est quand il s'agit d'un homme politique qui a un problème avec la justice. Donc demain, le principal souhait que nous attendons demain, c'est carrément de voir une petite déconnexion entre le ministère de la Justice et le parquet. Je m'attends à une discussion de spécialistes, certainement, mais à une discussion aussi ouverte à des non-spécialistes. Puisque la justice n'appartient pas exclusivement à des spécialistes, elle doit être ouverte. Il n'y a pas de démocratie judiciaire. Il y a 400 et quelques avocats et il y a 500 et quelques magistrats. Alors, vous verrez que aussi bien les avocats que les magistrats logent à Dakar. Ça veut dire siègent à Dakar, sont sur Dakar. Il y a très peu de magistrats hors de Dakar
en tant que tel. Donc, le restant de la population sénégalaise à qui la justice doit être proche, ces gens-là ne verront jamais un magistrat ou ne verront jamais un avocat. Il faut décentraliser, déconcentrer cette perspective-là, faire en sorte que les justiciables puissent avoir accès à la magistrature. Pour saisir la Cour suprême, on vous dit que, par exemple, que vous voulez le faire, par exemple, par une procédure d'urgence qu'on appelle aujourd'hui les référés. Imaginez quelqu'un qui est à Kédougou, donc qu'on lui dise que, quelle que soit l'urgence que vous prétendez porter à votre problème, vous ne pouvez donc porter la question que devant la Cour suprême donc, du Sénégal. On n'a qu'une seule Cour suprême. Il va donc falloir faire le trajet donc, de Kédougou à Dakar, tout en tenant compte donc, du respect des délais qui sont souvent des délais très courts. Dans le sud à Ziguinchor, la réforme et la modernisation de la justice sont sur toutes les lèvres. Les populations saluent l'initiative et attendent beaucoup de changements après ces assises. Je viens d'un cas qui m'a coûté presque 5 ans, un cas litigieux de terrain, un dossier que la justice a en main qui ne peut vraiment pas trancher et pour trouver solution à cela. Et là, pour un casier par un certificat de nationalité, ça te coûte 3 à 6 mois. Une affaire de signature uniquement qui te prend du temps. Tu paies ton argent et tu perds ton temps. Tu es là du matin au soir à attendre. Tu n'es jamais satisfait. J'aimerais vraiment, avec cette nouvelle réforme, qu'il y ait un changement en nous, personnellement, changement de comportement, changement d'idées et nous plonger dans un travail sérieux. La justice ne marche pas. Il n'y a pas que tu es mon frère qui travaille à la justice, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une justice. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'il n'y a pas de pitié. Là où, depuis que le Sénégal, mettons 2000 et quelques personnes en prison, c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. Et les Sénégalais souffrent beaucoup. Depuis 3 à 4 ans, avec tout ce lot de désolation qui nous est arrivé, je pense que, effectivement, si la justice avait bel et bien joué son rôle en toute impartialité, on n'en serait pas là. Et pour un rien, sur des calculs politiques, on prend des gens parce qu'on aurait appris qu'ils étaient avec des bracelets d'une coloration politique, ou bien ils portaient des t-shirts à l'effigie d'un parti politique, ils se font arrêter. Et si par contre on laisse quelqu'un qui déambule alors avec ses faux billets, mais il y a un problème. Là, on dit qu'il y a une justice à 2 vitesses. La question de la réforme et de la modernisation de la justice n'est pas qu'une affaire de gens de la cour. Les assises vont rassembler des participants tous en robe noire et en toge. Des citoyens au nom de qui la justice est rendue seront là avec l'idée que sans elle, point de paix, de justice. Opération Lifting, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Réformer et moderniser la justice dans un pays où l'état de droit est sériné, y aurait-il un hiatus entre la chanson répétée à l'envi et la réalité? C'est à se le demander tant on a jugé très vite nécessaire de s'attaquer à Dame Justice pour un lifting qui lui redonnerait un visage plus rayonnant, débarrassé de ses scories, lenteurs et lourdeurs entravant sa marche. La justice reste en fait un idéal visant l'égalité de tous. Bien rendue au nom du peuple, elle favorise la paix civile. A contrario, les injustices constituent une sérieuse menace, compromettant la démocratie qui se nourrit d'impartialité. L'arbitraire et l'iniquité alimentent les frustrations et les tensions. Rendre justice se fait dans l'intime conviction du juge, unique maître de sa conscience et des poursuites, sans interférence, encore moins pression. C'est une lourde responsabilité que de condamner ou d'acquitter. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes et personne n'est censé ignorer la loi. Ces formules généralisantes et lapidaires ne recoupent pas toujours le réel. Combien de justiciables ont juré devant la barre des tourments, tout ignoraient de leurs embrouilles. Pour des broutilles, de pauvres airs croupissent longtemps dans des pénitenciers hors temps, là où de gros poissons échappent au filet parce qu'ayant un dossier sous un lourd coude ou étant défendu par un bataillon d'avocats de renom. Quand on ne peut espérer qu'un défenseur anonyme commis d'office de surcroît
L'horizon peut vite s'obscurcir et le verdict se durcir. La justice ne doit être ni complaisante, ni manipulée, ni faible, ni aveugle, coupable ou tyrannique. C'est une balance surmontée d'un glaive pour trancher, réparer les torts et punir les délits selon les lois. Et personne n'est au-dessus de celles-ci. On sait, avec Héraclite d'Éphèse, depuis l'Antiquité, qu'on n'aurait pas besoin de justice s'il n'y avait que des justes. L'exercice d'exorcisme de la modernisation ne vaudra que par l'application stricte de réformes en rupture avec les pratiques antérieures décriées. C'est le principal enjeu de ce rituel cathartique aux allures d'un dope. Nous recevons le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, pour discuter avec vous des assises, justement, de la justice dans le cadre du dialogue national, le 28 mai, comme chaque année. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter. Et alors, tout le plaisir est pour moi. Alors, ce dialogue national est consacré essentiellement à la question de la justice, réforme et justement modernisation. Tout d'abord, comment vont se dérouler les travaux? Les travaux vont se dérouler sous la supervision d'une autorité et il y aura principalement, il est prévu 3 commissions et des sous-commissions. Une commission réforme, une commission modernisation et une commission technique chargée de la synthèse des travaux et de la présentation du rapport général une fois que les commissions et les sous-commissions auront fini de discuter et de rédiger un rapport qui sera donc soumis à cette commission scientifique qui aura donc pour mission de faire la synthèse, comme je l'ai dit. Ce sera en présence du président de la République? Non, le président de la République va tout simplement présider l'ouverture des travaux. L'ouverture des travaux. Ouais. Alors, quand on entend réformer, ça veut dire que le système judiciaire, dont vous faites partie, vous êtes magistrat, je le rappelle, est inadapté à l'ère du temps? Non, ce serait une mauvaise approche. C'est que même les systèmes qui fonctionnent normalement ont parfois besoin d'être améliorés. Bon, en l'espèce, évidemment, il s'agit tout simplement de rendre la justice beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace et beaucoup plus conforme aux attentes des populations et des usagers du service public de la justice d'une façon générale. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il pensé parler que de la question de la justice pour son premier dialogue national? Je crois qu'il faudrait peut-être lui poser la question. Mais en tout état de cause, je crois que la justice et son bon fonctionnement constituent une des priorités du gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et il est donc normal, puisque la justice fait l'objet d'un intérêt particulier, qu'on cherche les moyens de l'améliorer. Parce que, vous savez, la justice participe de l'apaisement du climat social et une justice crédible, en adéquation avec les attentes du peuple, une justice qui fait l'objet d'une confiance totale de la part de ses usagers. Je crois que cette justice peut effectivement même contribuer à un environnement des affaires assez attractif. Et il est vrai que ces derniers temps, la justice a toujours été décriée. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle fonctionne mal, mais en tout état de cause, je crois que cette justice, comme toute œuvre humaine, est susceptible d'amélioration et d'amélioration d'une façon générale. Il y a une certaine perception des Sénégalais sur leur justice, notamment quand il s'agit des questions politiques. Aujourd'hui, on a vu avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye que la justice a quelque part joué un bon ou mauvais rôle jusqu'à ce qu'on aboutisse à cette alternance. C'est un bon point, certes, mais est-ce qu'il faudrait davantage aller dans la réforme de ces institutions telles que le Conseil constitutionnel pour éviter ce qui s'est passé récemment? Il appartiendra aux assises d'en décider, c'est-à-dire de faire des propositions concrètes au président de la République, qui, évidemment, appréciera de la suite à donner à ces conclusions. Comme vous l'avez dit, ces derniers temps, le Conseil constitutionnel a eu à jouer un rôle déterminant dans le concert des institutions de la République. Et si effectivement nous avons pu aboutir à des élections apaisées, des élections
qui n'ont été émaillés d'aucun incident, c'est en grande partie grâce aux décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel. C'est dire donc que la justice est en mesure de jouer pleinement le rôle qui est le sien. Et je crois qu'avec ces assises, effectivement, il va falloir tout simplement réfléchir et poser des actes de nature justement à permettre à cette justice de répondre aux attentes et de jouer pleinement le rôle pour lequel elle a été conçue. Et je crois que ce faisant, la justice ne va faire rien d'autre que se conformer à sa raison d'être, c'est-à-dire une justice rendue au nom du peuple sénégalais. Alors, vous êtes de la famille judiciaire. Aujourd'hui, vous avez entendu dans les reportages, on parle d'une justice à deux vitesses. Ça peut être conjugué au passé. Est-ce que dans vos principales missions, il s'agit de réconcilier davantage cette institution avec les différents segments de la société sénégalaise? Vous savez, la justice est un enjeu essentiel. Et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce que la justice fasse l'unanimité. Parce que quand une affaire est déférée devant la justice, il y a des intérêts contradictoires que la justice doit ou se doit de trancher. Et une fois qu'elle aura tranché, il y aura certains qui seront satisfaits et d'autres qui ne le seront pas. Et que donc la justice fasse l'objet de ces controverses, ça se conçoit. Mais encore une fois, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est que la justice puisse être suffisamment crédible, que les règles soient suffisamment bien réfléchies, bien adaptées, pour que cette justice-là, supposé même qu'elle fût décriée, que l'on puisse trouver les moyens de la concilier avec les Sénégalais. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, les Sénégalais attendent beaucoup de cette institution. On a longuement épilogué sur le Conseil supérieur de la magistrature, le débat est en cours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'exécutif pourrait se départir de son rôle de contrôle, peut-être, de ce Conseil-là? Vous savez, c'est une des principales thématiques qui seront abordées lors de ces assises, c'est-à-dire la présence de l'exécutif au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il va de soi que c'est une question sur laquelle les gens ont des positions assez variées. En tout état de cause, je crois que l'intérêt de la question, c'est que l'on puisse en débattre et qu'à l'issue, on puisse effectivement apprécier l'opportunité de la présence de l'exécutif au niveau de ce Conseil ou d'imaginer ou de trouver un moyen justement de pouvoir faire fonctionner le Conseil supérieur de la magistrature différemment. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que ce fonctionnement puisse se faire, que les conditions de ce fonctionnement puissent s'effectuer au mieux des intérêts de la population sénégalaise et des institutions de la République. Monsieur le ministre, vous allez suivre avec nous un reportage sur une question centrale. Les prisons sénégalaises refusent du monde. À ce jour, les établissements pénitentiaires reçoivent plus de 13 622 détenus. Le manque d'infrastructures, les longues détentions sont entre autres ces phénomènes qui sont à l'origine de cet état des lieux, la construction de nouvelles infrastructures et l'utilisation des alternatives à l'incarcération sont demandées par les acteurs pour désengorger les prisons. C'est un reportage de Saliou Seck. La surpopulation carcérale, une réalité au Sénégal. Avec une capacité d'accueil estimée à 9 050 détenus, les établissements pénitentiaires sont à 13 622 détenus à ce jour. Le constat, il est là, il faut l'accepter. Au Sénégal, nous avons une surpopulation carcérale qui a atteint les 175%. Il ne fait aucun doute. Et cette surpopulation carcérale est causée par l'absence de construction, de nouvelles constructions. Parce que depuis les indépendances, il faut reconnaître qu'au Sénégal, on n'a pas construit de nouvelles prisons. Il y a également le nombre considérable de placements sous mandat de dépôt, ce qui occasionne un taux élevé de détention provisoire. D'ailleurs, à la date du 31 décembre 2023, le taux de détention provisoire était de 58%. Cette situation est aggravée par d'autres phénomènes comme les longues détentions provisoires, les lenteurs dans les dossiers qui sont en instruction, une situation notée dans toutes les prisons. Récemment, on a été à Saint-Louis,
La prison de Saint-Louis comptait, au mois de notre visite, 771 détenus, alors que la capacité d'accueil de cet établissement pénitentiaire est seulement de 450. Passer de 450 à 771, vous faites presque le double, parce que tout simplement en ce moment, il y avait ce phénomène d'immigration. Saint-Louis étant un grand centre de départ, il y a eu beaucoup d'arrestations dans ce cadre-là. Bien que véritablement, on en avait beaucoup. On a été très surpris de trouver dans cette prison un nombre assez important également de mineurs. 52 mineurs en détention, alors que la prison doit être l'exception véritablement pour cette catégorie. Toutefois, des alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement de peine existent comme les bracelets électroniques. Nous avons assisté depuis sa mise en service, je pense en janvier 2023, la pose de 419 bracelets électroniques. Ça veut dire qu'au moins il y a un impact. Mais force est de reconnaître que cet impact aurait pu être beaucoup plus important si véritablement on avait augmenté ces poses de bracelets pour tous ceux qui sont éligibles. Ce surpeuplement des établissements pénitentiaires a des conséquences sur la prise en charge des détenus. Dans les prisons, d'énormes difficultés sont relatées. Nos prisons n'ont pas été préparées pour recevoir des personnes en détention. La plupart de nos lieux de garde à vue également n'étaient pas conçus au départ pour cela. C'est un ancien conseil rural qui abandonne ses bureaux qu'on transforme en brigade de gendarmerie, par exemple. On en a trouvé. C'est un ancien endroit où on gardait des cheveux qu'on transforme en prison. Le cas de Kaolack est là. Et ça fait véritablement beaucoup qui sont dans cette situation, qui aujourd'hui sont chargés de recevoir ces personnes. Donc en soi, l'infrastructure n'est pas, de manière générale, adaptée à recevoir des personnes privées de liberté. Toutes les commodités ne s'y retrouvent pas. Mais vous entrez dans ces prisons, le peu de commodités qu'on trouve se rend compte que véritablement les femmes sont restées en rade, alors que c'est une catégorie à besoins spécifiques. Pour trouver des solutions à la surpopulation carcérale, les établissements pénitentiaires doivent être renforcés. Il y a des mesures immédiates à prendre et d'autres qui seront peut-être à moyen et long terme. Les mesures immédiates que nous préconisons vont dans le sens un peu de l'application des mesures alternatives à la détention. Ça, c'est un premier élément. L'autre mesure également, il faut le reconnaître, c'est que depuis les indépendances, je l'ai dit, il n'y a pas eu de nouvelles constructions. Il faut qu'on aille vers la réalisation de nouveaux établissements pénitentiaires. Effectivement, dans le programme de modernisation des infrastructures judiciaires, il est prévu la construction de 9 établissements pénitentiaires. Je souhaite vivement que ces 9 établissements voient le jour. Le Sénégal doit se donner les moyens de construire des prisons. Et j'ai été véritablement meurtri d'apprendre que la prison de 2500 places, qui était en train d'être construite au niveau de Diamniadio, cette prison maintenant a été changée de destination pour être attribuée à la gendarmerie. Véritablement, il y a un appel à lancer, un cri de cœur. J'aimerais fortement que les nouvelles autorités nous entendent sur cela, de vivement qu'elles reviennent sur cette décision. À ces difficultés s'ajoute le manque de personnel. Le nombre de juges par habitant est faible au Sénégal. C'est justement une attente des Sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller vers beaucoup plus d'humanisme dans les prisons sénégalaises? Je crois qu'on peut y parvenir. Il s'agit juste d'une volonté politique et également que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes intéressées, à commencer par les gardes pénitentiaires, l'administration de la justice d'une façon générale, que justement chacune de ces parties joue sa partition. Et je ne pense pas qu'il y ait un déficit d'humanisme. Mais il y a juste la volonté de mettre les gens dans les conditions d'exercer leur profession, leurs activités de façon optimale. Il est vrai que nous nous devons de construire des prisons. On ne peut pas se permettre d'envoyer les gens en prison si on n'a pas les moyens de les y accueillir avec un minimum de respect de la dignité humaine. Et je sais que dans le cadre des missions qui me sont assignées et après avoir pris connaissance des moyens qui ont été mis
à disposition par l'exécutif, nous avons effectivement les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire la construction de nouvelles prisons. Je rappelle qu'il y en a 37 pour l'instant au Sénégal. Il y en a 37, on pourrait les améliorer dans un sens beaucoup plus conforme effectivement à la préservation de cette dignité humaine et qui, à mes yeux, constitue évidemment un impératif. Parce que, vous savez, la prison, tout le monde, absolument tout le monde, je dis bien tout le monde, est susceptible d'atterrir en prison. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a fait la prison, si on se fonde sur le principe de la présomption d'innocence, dès lors, il y a beaucoup de gens qui entrent en prison, qui se font emprisonner, qui sont placés sous mandat de dépôt et qui, à l'issue d'un procès équitable, sont reconnus innocents. Et ce n'est pas parce que ces gens auront fait la prison, justement, qu'ils doivent subir, évidemment, des conditions de détention extrêmement indignes. Je crois qu'un État moderne, qui se veut moderne, qui se veut protecteur des libertés individuelles, se doit de faire des conditions de détention un impératif catégorique de son action. Certains parlent de mesures alternatives, de détention alternative. Est-ce que vous êtes pour le bracelet électronique ou les travaux d'intérêt général? À l'époque, on entendait beaucoup parler des travaux forcés. Vous savez, vous entrez de plein pied dans les perspectives de ces assises sur la justice. Parce que cet élément que vous évoquez fait partie intégrante des questions qui seront discutées. Et je ne doute pas qu'il y aura des solutions qui seront proposées et je ne doute nullement également que ces propositions feront l'objet d'un examen attentif de la part de l'exécutif et qui en fera justement le meilleur usage. Nous allons parler du retour de parquet, une pratique de plus en plus fréquente, Monsieur le ministre, au Sénégal. De quoi s'agit-il? Est-ce une disposition de la loi? Éclairage dans ce reportage de Louise Pizza. L'actualité judiciaire fait souvent les choux gras de la presse. Le retour de parquet est devenu pour le citoyen lambda une pratique de justice très courante au Sénégal. C'est une notion qui est inconnue des facultés de droit. Vous taperez sur Google, vous ne verrez pas de définition. Vous prenez un lexique de termes juridiques, vous ne verrez pas de définition. Ce n'est pas une notion prévue par la loi, il faut quand même d'ores et déjà vous le dire. C'est une mise en disposition, en fait, d'une personne déférée devant le procureur. Ce dernier, peut-être n'étant pas dans les dispositions pour l'entendre le même jour, au moment du déferment de la personne. Donc, cette dite personne est retournée à un commissariat ou à une brigade pour être représentée devant le procureur le lendemain. Dans cet imbroglio, il n'est pas souvent facile de comprendre ce qu'est le retour de parquet. C'est une mesure privative de liberté, quoi qu'on dise. Parce que la liberté d'aller et de venir de la personne, quand même, est restreinte. Parce que dans une brigade, dans un commissariat, pratiquement, soit le procureur n'est pas dans les dispositions pour entendre, soit il saisit un juge d'instruction. Entre maintenant la saisine de ce juge et l'inculpation de la personne, il peut se passer plusieurs jours. Le retour de parquet ne doit pas excéder 24 heures. Ça peut se comprendre dans certains cas, même si on estime que c'est abusif, dans d'autres cas. Et c'est vrai, parce qu'on ne peut pas subir un retour de parquet de 8 jours, 10 jours. C'est illégal, c'est abusif. Et la personne est très fatiguée, de sorte que parfois, il y a des détenus qui vous disent que moi, je préfère la prison au retour de parquet. Le parquet est l'ensemble des services dirigés par le procureur de la République. Pour certains auxiliaires de justice, le retour de parquet doit être encadré par des textes. C'est pénible, c'est contraire aux droits humains, c'est abusif et c'est des excès qui doivent arrêter. Je pense que les nouvelles autorités ont conscience de ce problème, moi je dirais même de ce fléau. Parce qu'on a encadré la garde à vue, on a posé des règles et il y a une pratique qui non seulement porte atteinte aux droits des personnes concernées, mais moi je dis que ça annule tout ce qui a été réglementé avant cette phase-là. Nous avons peut-être des problèmes, il y en a, il faut le reconnaître, mais à nous de les solutionner. Il peut m'arriver, moi, d'appliquer une loi alors que je ne suis pas d'accord avec son contenu. Parce que je ne légifère pas. Le juge n'est pas un législateur.
il applique la loi. En tout état de cause, lorsqu'un crime est découvert, le juge d'instruction continue l'enquête. À la fin, il choisit soit un non-lieu, soit il transmet le dossier au juge du siège chargé de trancher l'affaire. Monsieur le ministre, ce sujet nous permet de parler des pouvoirs du parquet. Certains ont évoqué la possibilité de mettre en place un juge des détentions plutôt que ce qui existe actuellement. Vers quoi pourrait-on aller pour que le parquet fasse sa mission, qui dépend de votre ministère, et que les citoyens également se sentent beaucoup plus sécurisés dans ces décisions? Je sais que le parquet, dans son existence, dans son fonctionnement, suscite beaucoup d'interrogations et parfois de polémiques. Mais vous savez, le procureur de la République, le parquet, c'est l'ensemble des services du procureur de la République. Le procureur de la République, c'est l'avocat de la société. Il est là donc pour veiller à la bonne application de la loi pénale. Donc, en tant qu'avocat de la société, il me semble que le procureur de la République est fondé à être une partie privilégiée au procès pénal. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une personne qui est poursuivie a la possibilité de se faire assister par un avocat, il est normal aussi que le procureur de la République, qui est garant de l'intérêt général dans la mesure où il n'est tout simplement soumis qu'à l'autorité de la loi et à sa conscience, même si effectivement il y a la subordination hiérarchique, mais cette subordination hiérarchique comporte certains certains assouplissements, quoi. Parce qu'un procureur de la République qui se veut indépendant a les moyens de l'être. Si véritablement il est conscient du rôle qui est le sien et surtout de la nécessité, quelles que soient les actions qu'il initie, de se conformer scrupuleusement à la loi. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème des retours de parquet. Certains vous diront que le retour de parquet n'est pas légal dans la mesure où ça ne résulte pas d'un texte précis. Mais l'ensemble des textes qui gouvernent l'action du parquet, l'ensemble de ces textes sont conçus d'une façon telle que, évidemment, on est obligé d'y avoir recours et parfois même à la demande des personnes mises en cause, c'est-à-dire des personnes déférées au parquet. Et même de certains avocats, des avocats qui défendent leurs clients. Pourquoi je vous dis que le système est conçu d'une façon telle que le retour de parquet devient parfois une nécessité de fait? D'abord, lorsque le procureur de la République, lorsqu'une personne est déférée devant le procureur de la République, le procureur de la République décide d'ouvrir une information, il est tenu de demander au président du tribunal la désignation d'un cabinet d'instruction. Et avant que le président ne puisse lui faire retour avec ses observations, qui ne lit pas cependant le procureur de la République, mais il peut se dérouler un certain temps. Et le procureur est obligé, parfois, de faire un retour de parquet, c'est-à-dire de mettre les personnes mises en cause et déférées devant lui à la disposition d'un officier de police judiciaire qui va... Avant, on parlait d'ordre de conduite. Le retour de parquet, avant on disait retour de parquet, on disait ordre de conduite, c'est-à-dire ordre est donné à un officier de police judiciaire de conduire à une date et à une heure fixée par le procureur de la République devant lui. Bon, de la même façon, pourquoi je vous disais qu'un avocat est susceptible justement d'être demandeur ou d'être à l'origine de ce retour de parquet? Il peut même demander qu'on lui accorde un retour de parquet, surtout quand il opte pour ce qu'on appelle la médiation pénale. La médiation pénale, c'est juste effectivement un arrangement, entre guillemets, qui veut que lorsqu'une personne, par exemple, est poursuivie sur le fondement d'une plainte d'une partie, si, par exemple, il s'agit d'abus de confiance ou en tout cas d'escroquerie ou autre, s'il consent à rembourser l'intégralité ou par tempérament le montant dont le détournement lui est imputé, il peut effectivement, après avoir reconnu les faits, demander évidemment qu'on lui accorde la possibilité d'être remise en liberté, de faire un versement et ils s'entendent, c'est-à-dire la personne mise en cause et la partie civile s'entendent sur évidemment des moyens de règlement de la dette. Et là, souvent, certains avocats qui fustigent ce principe, ce sont eux qui sont à l'origine des demandes qui aboutissent à ce retour de parquet.
C'est vous dire donc que le retour de parquet, je suis tout à fait d'accord que ça peut être constitutif, évidemment, d'une restriction des libertés. On peut le concevoir comme ça, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Et peut-être que, de ce point de vue, les assises pourraient effectivement réfléchir sur un moyen alternatif, c'est-à-dire un moyen justement de permettre aux uns et aux autres de trouver les voies et moyens susceptibles justement de leur permettre de trouver des règlements amiables sans pour autant devoir systématiquement être placé sous mandat de dépôt et déféré devant une juridiction de jugement. Et sur la question du juge des détentions? Le juge des détentions, c'est encore une fois une possibilité. Vous savez, en France, s'il y a un juge des détentions, c'est surtout parce que c'est le juge d'instruction qui, effectivement, lorsqu'il estime devoir placer sous mandat de dépôt, ou en tout cas devoir prendre une décision privative de liberté, sur réquisition du procureur ou pas, après, c'est le juge des détentions, de la détention et des libertés, qui va devoir statuer. Il va devoir statuer. Donc, comme on dit, c'est une sorte de ménage à trois. C'est-à-dire entre le procureur de la République, le juge d'instruction et le juge des libertés. Il appartient, vous savez, un ménage à trois. C'est pas facile. Oui, ça suppose toujours, quelque part, un malheureux. Bien sûr. Alors, nous allons parler de la reddition des comptes. C'est également dans le débat en cours. Qu'est-ce que vous entendez faire pour que cette mission qui vous est confiée réponde aux attentes des populations? La reddition des comptes, c'est une phase essentielle de tout fonctionnement d'une justice performante, crédible. Lorsque on exerce des fonctions pour lesquelles on met à votre disposition des deniers que vous avez le devoir, l'obligation d'utiliser au mieux de l'intérêt général, que vous en fassiez un usage douteux ou un usage de nature à pouvoir présumer d'une prévarication, d'un détournement de deniers publics ou en tout cas de toutes sortes de délits qui pourraient être assimilés à cette corruption ou autre. Il est à mon sens normal que l'on puisse vous demander de vous expliquer sur ces faits-là. Surtout lorsque ces faits ont fait l'objet d'une mission d'audit ou d'une mission de vérification à l'issue de laquelle, évidemment, les organes de contrôle préconisent des poursuites. Je suis tout à fait d'accord que la présomption d'innocence doit jouer en faveur des personnes mises en cause. Mais la nécessité aussi de la préservation des deniers publics doit être un impératif catégorique. Et beaucoup s'interrogent sur ce que vous allez faire pour le traitement des rapports de la Cour des comptes et des autres institutions. La société civile a élevé la voix récemment. Est-ce que vous êtes en phase avec ces franges de la société? Je suis en phase avec la nécessité d'exécuter la loi d'une façon tout à fait efficiente. Cela veut dire que les organes de contrôle auxquels vous faites allusion ont, dans leurs conclusions, préconisé des poursuites. De ce point de vue, je crois que c'est une hypothèse tout à fait crédible de devoir l'envisager. D'autant que ces organes de contrôle extrêmement performants, après avoir procédé à des investigations poussées, ont eu à retenir des charges suffisamment conséquentes pour justifier à leurs yeux des poursuites. Je pense que le problème ne se pose pas dans la mesure où, en fait, en ce moment-là, c'est une hypothèse tout à fait crédible que des poursuites puissent être envisagées. Mais dans le respect de la présomption d'innocence et des libertés individuelles. Alors le dialogue national, monsieur le ministre, sur les réformes et la modernisation de la justice s'ouvre demain à Diamniadio, à Dakar, la capitale sénégalaise. Les populations attendent des mesures fortes pour une justice libre, équilibrée et indépendante, suivant les réactions au micro de Damsila. J'attends vraiment qu'il y ait de très bonnes réformes, une bonne modernisation de la justice au sein du Sénégal. Et bon, vraiment qu'il n'y aurait plus de mésententes au sein des jugements et autres choses. Donc tout va se dérouler vraiment dans le bon sens. La police te rafle tout de suite, on te met en prison, alors que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ou bien tu
il y a eu des erreurs, n'est-ce pas, d'accusation par erreur. On te met alors sans que pour autant qu'on sache vraiment si c'est visite fautive ou pas, ça pose problème. Les longues détentions, effectivement, ça, on a toujours réclamé cela. Bon, maintenant, il est question, surtout sur ce point-là, vraiment d'alléger et de ne pas mettre les gens comme ça en prison sans pour autant avoir vraiment des preuves. Pour moi, le choix doit se faire entre eux. Eux, ils se connaissent. Il y a une hiérarchie. Ils savent qui est qui et qui a le droit, voilà, d'accéder à tel poste ou tel poste. À mon avis, c'est ça, quoi. Mais le président, en aucun cas, c'est lui le président de la magistrature, donc il a son mot. Mais que ses prérogatives, on limite ses prérogatives, quoi. Pas comme actuellement, par rapport à la Constitution. C'est le président de la République qui nomme tout. Et ça pose problème. Si vraiment c'est une personne qui est animée de mauvaise foi, après on va à la déroute. Dame Justice, dit-on à tort ou à raison, elle est pointée du doigt du fait de ces manquements supposés ou réels. En tenant ces assises, le chef de l'État se fait l'écho de la clameur publique, celle-là qui n'a de cesse réclamer plus d'équité, d'accessibilité, et une justice qui loge les citoyens à la même enseigne. Sénégal, justice réformée, quoi qu'il arrive. La chronique est signée Ousmane Garif. Par moments, elle est décriée, et très fortement décriée par le peuple. Par moments, elle est adoubée, voire sublimée par ce même peuple, celui-là au nom duquel elle est rendue, surtout quand elle permet, comme ce fut le cas dans un passé récent, de garantir les conditions d'une troisième alternance démocratique, malgré un passif on ne peut plus lourd, où les morts ont côtoyé les emprisonnements massifs ou l'entrave à la libre affirmation des droits. Et l'exercice des libertés fondamentales était quasiment élevé à la dignité de norme. Ce passif-là a agrandi le fossé qui n'a de cesse de se creuser entre une justice devenue la cible toute désignée d'une bonne partie de l'opinion publique et un peuple insatisfait de la façon dont elle est rendue à son nom et qui chaque jour fait montre de sa soif. Entre la justice et les justiciables, l'amour n'a jamais été aussi réciproque qu'il devait être. Un je t'aime, moi non plus, qui gouverne une relation en dents de scie, en dépit de l'effort de cette justice de rester le dernier rempart quand tout semble s'effondrer dans l'état de droit. C'est qu'en réalité, ce rempart-là a cédé par endroits, laissant libre cours aux incursions les plus malveillantes dans le champ de l'exercice des droits et des libertés fondamentales. Voilà donc qui donne au peuple le sentiment d'être la victime expiatoire d'un système qui le régente sans tenir compte de ses légitimes aspirations à plus de justice, d'équité, d'accessibilité et de garantie dans l'exercice de ses droits constitutionnels. Redorer le blason de la justice dans ce contexte, c'est l'humaniser, l'adapter aux exigences des mutations sociales qui s'imposent au peuple au lieu de la laisser à l'état de machine qui broie tout sur son passage car n'obéissant qu'à la seule mécanique des lois. Rien pour l'esprit, tout pour la lettre. Cette justice-là, héritée du colon ou d'inspiration française, montre depuis belle lurette des signes de faiblesse et de vulnérabilité relativement à la manière dont elle gouverne ses citoyens. Elle ne répond plus à ses aspirations, n'épouse plus les contours de l'état de droit moderne. Dès lors, sa modernisation devient donc une demande sociale. C'est en cela qu'il faut saluer la tenue de ces assises inclusives qui, à tout point de vue, autorisent l'espoir de voir enfin le Sénégal devenir un véritable état de droit. Monsieur le ministre, votre département suscite beaucoup l'intérêt des Sénégalais, vous les avez entendus. Et dans la chronique, on parle de désamour, je t'aime moi non plus. Alors aujourd'hui, quel sentiment vous habite, vous personnellement, quand vous entendez parler de votre famille? Bon, le sentiment qui m'habite, c'est un sentiment de confiance. Confiance en l'avenir, confiance en la capacité de la justice à se surpasser, à se mettre à la hauteur des immenses espoirs qui sont placés en elle. Vous savez, il est tout à fait normal que dans un État démocratique, ou qui se veut démocratique, que la justice puisse faire l'objet d'un débat. Je crois que c'est un signe de la vitalité de la démocratie et surtout que lorsque les acteurs de la justice, lorsque les principaux professionnels de la justice ne voient aucun inconvénient à discuter de l'état de la justice au fonctionnement de laquelle ils participent quotidiennement,
C'est juste parce que nous avons la conviction qu'on n'a absolument rien à se reprocher, que les magistrats, les greffiers, les avocats et autres, et que, comme toute œuvre humaine, la justice est susceptible de perfection et qu'il y a possibilité de discuter sans tabou des dysfonctionnements réels ou supposés de la justice pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées. Et ce sera demain, donc, au niveau du CICAD pour le dialogue national, la réforme et la modernisation de la justice. Mais on ne peut pas vous laisser partir, Monsieur le ministre, sans parler des lanceurs d'alerte. C'est nouveau dans le discours politique au Sénégal. De quoi s'agit-il exactement? Que comptez-vous faire avec ces personnes-là? Bon, les lanceurs d'alerte entrent dans la logique même de la reddition des comptes. Vous savez, comme je l'ai eu à l'évoquer tout à l'heure, les lanceurs d'alerte, lorsqu'on parle de détournement de deniers publics, de corruption, de délits assimilés, il y a tout un arsenal de dissimulation. Et les lanceurs d'alerte peuvent jouer un rôle fondamental, un rôle important dans la découverte et peut-être l'accumulation ou en tout cas la répression de ce genre d'infractions, mais à condition que leur activité soit encadrée. Lanceur d'alerte ne saurait être, qu'on le veuille ou pas, en fait, une invite à une délation sans fondement, juste dans le dessein de faire mal ou de nuire. Donc, il y a possibilité de concilier ces nécessités qui peuvent paraître contradictoires et c'est dans cette perspective qu'une loi sur les lanceurs d'alerte a été déjà examinée par mes services et une loi en ce sens qui poursuit les objectifs que je viens de décrire, mais avec les tempéraments appropriés. On vient donc de finir presque la conception, en fait, l'achèvement de cette loi, qui sera donc soumise à l'appréciation du président de la République. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne, qui répondait à nos questions. C'est juste dans le cadre de ce dialogue national prévu demain, mardi 28 mai, au CICAD, pour parler de la réforme et de la modernisation de la justice. Plus de 360 milliards de francs CFA en 2023, c'est le flux commercial entre le Sénégal et la Suisse. Les deux pays ont passé en revue la coopération économique qui les lie à travers une rencontre qui s'est tenue ce lundi. Une quinzaine d'entreprises helvétiques sont à Dakar pour établir avec notre pays les bases pour un renforcement des relations économiques. Altom Gueye. La croissance industrielle au Sénégal est en bonne voie. Des partenariats sont en vue pour accélérer la dynamique. C'est le sens qu'il faut donner à cette visite d'une délégation suisse au Sénégal. Ces chefs d'entreprise sont venus explorer l'offre économique sénégalaise. Nous avons passé en revue toutes les opportunités d'investissement au Sénégal. Vous savez que notre gouvernement a une nouvelle politique industrielle autour de 45 pôles départementaux, mais avant tout autour de la valorisation de nos ressources naturelles, autour des 8 pôles que vous connaissez, qui sont les pôles du projet. Nous avons donc pu présenter la politique industrielle à travers les filières. Nous avons également discuté de ce que les Suisses peuvent nous apporter en termes de water management, les politiques sur le dessalement de l'eau, pour l'irrigation, des politiques également sur l'investissement dans le domaine de l'énergie, mais surtout dans le domaine de la pharmacie. Et nous parlons, nous, de souveraineté en matière de pharmaceutique, souveraineté en matière d'industrie dans ce domaine-là aussi. Autant de domaines de coopération et la liste n'est pas exhaustive. Cette visite a donc un but très clair. Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et le Sénégal sont déjà très bonnes. La Suisse est d'ailleurs la 3e destination d'exportation pour le Sénégal à l'échelle mondiale. Notre message clé est que la nouvelle administration sénégalaise est maintenant en place et nous souhaitons identifier comment les relations économiques bilatérales peuvent être renforcées. Déjà, plus de 40 entreprises suisses sont présentes au Sénégal. Avec un climat des affaires stable, une main-d'œuvre qualifiée, les atouts
ne manque pas. Tendons la main pour venir investir dans notre pays et créer des emplois. Le Sénégal est un pays qui va avoir une croissance à 2 chiffres, qui a du gaz et du pétrole, qui a des atouts indéniables à faire, qui a une main-d'œuvre de qualité, mais surtout des cadres de très haut niveau formés dans les meilleures écoles du monde, formés au Sénégal. Et c'est ça que nous leur apportons. Et voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte, en ce sens, que nous encourageons le Sénégal à continuer d'entreprendre des réformes pour une amélioration du climat des affaires. Mais je suis très encouragé de ce que j'ai entendu. Les deux pays comptent renforcer et élargir cette coopération déjà très dynamique. Et puis, dans le cadre de la Fiara, la DRFJ a organisé un panel sur les défis de l'agriculture et sur les défis de la souveraineté alimentaire. Il a été beaucoup question de la contribution de l'industrie à la valorisation des produits locaux. Producteurs, experts et chercheurs dressent des pistes. Amadou Diallo. Revaloriser les produits locaux, redynamiser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage et promouvoir une industrialisation répondant aux normes de qualité nationales, sous-régionales et internationales, telles sont les visées de ce panel de la DRFJ. L'importance de l'agriculture et de l'élevage n'est plus à démontrer en ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Producteurs, experts et chercheurs ont ainsi échangé sur les défis à relever pour le développement de ces secteurs. Il est extrêmement important autour d'un tel panel avec des acteurs différents de discuter des défis liés à l'agriculture et à l'élevage pour permettre à l'État du Sénégal, au travers de ses politiques publiques, d'arriver à atteindre la souveraineté alimentaire. Tout au moins à avoir les voies et moyens, à identifier les contraintes, les goulots d'étranglement sur lesquels on pourrait travailler pour mieux arriver à ce but ultime de la souveraineté alimentaire. L'économie sénégalaise repose principalement sur le secteur agricole qui occupe plus de 60% de la population active. Le développement de l'agriculture et de l'élevage devra être lié à la recherche. Nous avons besoin de réfléchir sur le rôle déterminant que doit jouer la recherche en collaboration avec les différents acteurs, les moyens à mobiliser autour de programmes de recherche moyen et long terme dont les produits permettront aux différents acteurs de la transformation, de la commercialisation de disposer de produits de qualité de manière durable. Et à l'État également de travailler sur la mise à disposition de produits sains qui contribueraient à réduire les factures de santé liées à la prise en charge de certaines nouvelles maladies qui sont fortement corrélées à notre alimentation. La DRFJ, c'est au moins 37 milliards de francs CFA d'investissement dans l'agriculture, un engagement renouvelé au service de l'entrepreneuriat, des femmes et des jeunes. De la culture irriguée sur plusieurs hectares, des rendements importants en perspective, mais une crainte, celle de voir les productions endommagées par les pluies. Nous sommes à Matam, dans le village de Sinthiou Bogo. Avant le début de l'hivernage, les paysans espèrent que l'État leur apportera la pluie nécessaire avec des mesures préventives. Ibrahima Pabidjedjou. Du riz sur plus de 117 hectares. Dans ce casier de Sinthiou Mogo, la contre-saison chaude bat son plein. Bientôt la récolte, mais les producteurs sont partagés entre espoir et crainte. Si ça marche, on peut aller jusqu'à 5 tonnes, 6 tonnes à l'État, si ça marche. On peut aller plus. Et actuellement, notre grand souci, d'ici la première semaine du mois de juin, on va entamer la récolte. Et si on n'a pas de machine pour, par exemple, accélérer la récolte avant la tombée des pluies et faire entrer des engins pour le travail du sol, on risque d'avoir encore des problèmes liés à l'obsétage. On voudrait par exemple des moissonneuses batteuses qui sont parquées à Matam, qu'on donne ça aux producteurs à temps. Vous les avez vus? On les a vus à la délégation de Matam. Ça aide.
Ils sont parqués là-bas, mais ce n'est pas la seule de prendre la dernière décision. Peut-être c'est l'administration. Grâce à ce périmètre, de nombreuses familles arrivent à couvrir une bonne partie de leurs besoins en consommation, mais souhaitent l'élargissement du casier. Notre souci, c'est l'étroitesse du périmètre. Chaque ménage bénéficie que 0,5 hectares. Imaginez si tu as une grande famille avec cette superficie. Tu ne peux pas avoir assez de riz pour votre famille et payer aussi tes dettes. Nous vivons de cette activité, mais nous avons besoin de plus d'espace pour l'exercer convenablement et nourrir nos familles. En plus de ce village, plusieurs autres expriment leurs besoins en termes d'aménagement et d'équipement. Vous savez que ce casier, on l'a réduit, et comme celui de Boinadi. On avait estimé d'ici Boinadi de faire un casier de 1000 hectares. Mais malheureusement, vu des enveloppes financières qui n'étaient pas consistants, on a pu, par exemple, scinder les deux casiers en deux, le casier de Boinadi et le casier de Sinthiou ici. Mais il nous reste assez de terre d'ici Bantam qu'on pourrait aménager pour faire de grandes superficies et faire bénéficier les populations qui sont environnantes. La région est confrontée à des problèmes de GMP, à des problèmes d'aménagement. Qui dit aménagement dit GMP. Il y a certains GMP, quand ils fonctionnent, des arrêts répétitifs, des pas répétitifs, les gens commencent et ils terminent avec des difficultés. Même quand il y a par exemple rupture des pannes, on arrive difficilement à trouver des pièces de rechange. La souveraineté alimentaire en riz demeure aussi un défi pour ces producteurs. Ils réaffirment leur engagement pour l'atteinte de cet objectif, mais demandent plus d'accompagnement. Après ce reportage d'Ibrahima Pabi Diédhiou sur la culture irriguée à Matam, la page des sports avec Ibrahima Mboupa. Il va nous rejoindre pour parler de l'actualité de ce week-end, mais également ce qui s'est passé, malheureusement, selon dit, Basketball Africa League, la Douane a été éliminé tout à l'heure par les Angolais du Petro Atlético en quart de finale. Bonsoir Ibrahima Diédhiou, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. L'AS Douane a vendangé son match face au Petro Atlético de Luanda. À un moment donné de la partie, l'écart était de 20 points en faveur des Sénégalais. Au finish, la Douane a été battue par le Petro Atlético sur le fil, 66-65. Un petit point d'écart, mais suffisant pour propulser les Rwandais en demi-finale et éliminer les douaniers. Faute professionnelle ou manque de caractère, une chose est sûre, c'est une défaite très, très amère. Le résumé du match avec Aïssatou François Sek. 20 points, on se fait le plan. Fin de l'aventure pour les douaniers en Final 8. Petro Atlético de l'Ouganda met fin au rêve de l'AS Douane. Un match époustouflant mené sur le fil jusqu'à la dernière minute de jeu. L'égalisation. Concentré. À 20 secondes de la fin du match, le Sénégal devance d'1 point et la perte de balle de Abdoulaye Harouna est fatale pour le Sénégal. L'Angola marque un panier important, 66-65. C'est pas possible. Allez, là, maintenant, Les prémices d'une défaite étaient perceptibles. Dès l'entame du match, les Angolais se montrent agressifs et remportent les 2 premiers cartons. À la pause, 3 points séparaient les deux équipes, 25-28. Le manque d'efficacité ne sera pas pour arranger les choses, même si le deuxième carton était meilleur pour les poulains de Pabi Gueye qui ont inscrit 17 points contre 8 au premier carton et en encaissant 15. Au troisième carton, la formation sénégalaise ne laisse rien à l'adversaire. Un solide jeu défensif, un sursaut d'orgueil. Il fixe la taxe douanière au prix fort, 53-42. C'est comme ça qu'il attaque la zone. L'élan des Angolais sera freiné pour un moment par un Jean-Jacques Boissy étincelant,
avec 28 points. L'écart se creuse au 4e quart-temps, 20 points menés au score. Les Angolais s'appliquent et réduisent le gap jusqu'à l'ultime minute de la rencontre. La Douane s'incline et s'arrête une nouvelle fois en quart de finale, comme en 2021. Le Petro Atlético de Luanda. Ouais, j'en ai perdu mon latin. Oui, c'est une défaite qui passe très mal. C'est le Petro Atlético de Luanda, ce sont des Angolais. Et malheureusement, la Douane qui s'arrête en quart de finale. Dommage. Football, le Teungueth FC Football Club est champion du Sénégal à l'issue de la 25e journée. Fin du suspense, le Teungueth Football Club a remporté hier le championnat du Sénégal, un titre validé après le succès devant Génération Foot, 1-0. Le match s'est joué au stade de Lat Dior de Thiès, suivant le résumé de Fatoumata Savané. Teungueth FC, sacré champion du Sénégal. Les Rufisquois sont sur le toit du foot sénégalais pour la 2e fois de leur histoire, après 2021. Les hommes du coach Cheikh Gueye ont battu les champions en titre Génération Foot sur le score de 1-0. But marqué par Sidi Sow à la 35e minute, un match où les Rufisquois n'ont laissé aucune chance aux Grenats de revenir. Une victoire qui scelle ainsi le succès du club à une journée de la fin du championnat. C'est une satisfaction. Teungueth a été l'équipe la plus constante durant ces 6 longs mois. Et je pense que dans ce sens, il faut d'abord remercier le président qui a débloqué les moyens pour qu'on puisse arriver à cela. Il faut aussi remercier mon staff. Sans eux, je ne suis rien. Il faut aussi remercier. Quand je parle du staff, c'est le staff technique, c'est le staff médical, c'est la direction. Mais aussi, il faut remercier toute cette population rufisquoise qui, en Casamance, à Saint-Louis, en Fatick, nous ont accompagnés. Avec 14 victoires, 7 matchs nuls et 4 défaites, TFC a tenu le bon bout du championnat, même s'il y a eu des moments difficiles. Vous savez, même aujourd'hui, contre cette équipe de Génération Foot, ça ne serait pas du tout facile. Pour vous dire que depuis qu'on a gagné la Sonacos, parce que le discours, avant de jouer contre la Sonacos, c'était un match décisif. Gagner Sonacos, gagner Casasport, c'était des matchs déterminants pour gagner le titre. Teungueth FC a su être costaud sur le plan mental et résilient, selon le coach Cheikh Gueye. Vous savez, Teungueth a eu des défaites très dures. Hein? On a perdu 4-3 contre Guédiawaye chez nous. Et si on n'a pas de ressources mentales, on ne peut pas revenir. On a perdu contre Pikine, un match très difficile. Et hier, pour préparer ce match, 1 heure de temps pour faire un coaching mental avec le gosse. Pour vous dire que le football, ce n'est pas seulement physique, mais aussi le mental est très important. Le champion du Sénégal dispose de la meilleure attaque avec 31 buts marqués contre 18 encaissés. Les supporters ont été, comme toujours, au rendez-vous pour communier avec leur équipe vainqueur de la saison 2023-2024. Qui va se fêter sans doute lors de la dernière journée. Oui, lors de la 25e journée, 26e plutôt, à domicile, ce sera au stade Ngalandou Diouf, mais avant cette 26e journée, il faudra vider tous les contentieux de la Ligue 1, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux, surtout pour la descente en Ligue 2. Et c'est sûr que ça sera la fête à Rufisque lors de cette 26e et dernière journée de la Ligue 1 sénégalaise. Et puis athlétisme, le meeting de Dakar a eu lieu samedi à Diamniadio. Est-ce que nos athlètes ont été performants? Oui, on répond par l'affirmative. J'y arrive, Ibrahim Diédhiou. Les athlètes sénégalais les plus attendus ont tenu leur rang. Là, c'est Cheikh Tidiane Diouf qui remporte le 400 mètres en 46 secondes 40. Il est actuellement 5e au ranking africain. 31e au plan mondial, et au triple saut, Salissar, la numéro 1 en Afrique, a réalisé sa 2e plus grande performance avec 14 mètres 02. Et puis au 110 mètres, et Louis-François Mendy a dominé ses adversaires avec un chrono de 13,36. C'est le premier Sénégalais qualifié au JO de Paris. Cependant, il pointe du doigt déjà un manque d'accompagnement de la part des autorités. On va écouter Louis-François Mendy, très amer, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris. À part l'aide
du comité olympique. Je dois remercier le comité olympique. C'est grâce à eux que j'ai fait les minimums avec la bourse que j'ai, avec l'aide olympien et aussi la fédération. Mais pour dire vrai, l'État n'a rien fait pour moi. Pour dire vrai, à quelques mois des JO, à quelques jours, je vais dire, des JO, je n'ai fait aucun stage qui me permet d'être devant. Tout récemment, je viens de quitter le Japon pour des meetings. Je vais faire plutôt 4 stages avec mon staff. Je n'ai rien fait pour l'instant. À cause de quoi? Des manques de moyens. Je suis potentiel finaliste au JO. Du coup, il faut qu'on prenne au sérieux au moment donné, quoi. Parce que là, ça ne promet pas. Je pars avec mes propres moyens, avec les moyens du comité olympique. J'aimerais bien que ce message passe directement au ministère des Sports, quoi. J'en ai besoin parce que j'ai hâte d'aller en finale. Un discours qui devrait faire écho. Ah oui, c'est le numéro 1 en Afrique au 110 mètres et 12e au plan mondial. Ça peut être une chance de médaille pour le Sénégal, mais pour le moment, sa préparation n'est pas des meilleures à 2 mois des Jeux Olympiques de Paris. On espère que ça va se décompter pour le champion d'Afrique. On l'espère. En tout cas, c'est un athlète très talentueux et qui veut représenter dignement son pays et aller décrocher la 2e médaille olympique du Sénégal après celle de El Hadji Amadou Diaba à Séoul en 1988. Week-end des Lions, nous parlons de football avec l'Italie où Maignan a brillé et de quelle manière. Mais avant cela, le début du regroupement des Lions. Depuis hier. Oui, depuis hier, les Lions commencent à arriver au Sénégal. Là, c'est Chérif Ndiaye, c'est le nouveau, c'est le bleu de la tanière, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, Abdullah Sima, qui fait son retour après sa blessure pendant la dernière CAN. Ismaël Sarr et compagnie. Les Lions se sont entraînés cet après-midi à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 19 Lions seulement étaient présents et progressivement, le Sénégalais Empoli va rester dans l'élite du football italien. C'est une sorte de résurrection pour son club, mais également pour le joueur sénégalais qu'on avait perdu de vue. Il était en Turquie, il est allé en Italie lors du mercato hivernal en janvier. Et là, il a mis 6 buts, mais le but le plus important, c'est celui d'hier. Et certainement, ce sera un but qui va marquer sa carrière après celui qu'il a marqué avec le Sénégal en Coupe du Monde en 2018. Et on a vu les autres coéquipiers de Maignan se prélasser sur la pelouse. Ils étaient ivres de joie. Ouais, Maignan, qui est absent de la tanière depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ouais. Et pour terminer, du badminton, Special Olympics vient de signer une double convention. Une convention avec la Fédération sénégalaise de badminton et une autre avec l'association Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, un soutien précieux qui devrait renforcer Special Olympics dans son travail d'éducation et d'inclusion par le sport en faveur d'enfants handicapés au Mardiaou. Une convention entre Special Olympics Sénégal avec les CMA et une autre avec la Fédération sénégalaise de badminton. La formalisation d'une collaboration entamée depuis des années. Aujourd'hui, je ressens une grande joie et une grande fierté de nous allier à la Fédération sénégalaise de badminton et au CMEA, qui sont 2 organisations avec lesquelles nous avons beaucoup d'affinités, avec qui nous avons travaillé depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, cette journée donc permet de concrétiser ce que nous avons mené ensemble. Le filet de badminton est tendu au beau milieu d'un terrain de basket. Les jeunes s'entraînent sous la supervision de coachs qualifiés. Le badminton est un sport émergent. C'est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de 13,40 m sur 6,10 m. Cette journée, elle est, à mon avis, capitale, dans le sens où ça vient confirmer le travail qui est fait par Special Olympics. Œuvrer pour l'inclusion par des activités sportives, c'est la mission que s'est assignée Special Olympics Sénégal. L'appui des CMA ne peut qu'aider à tendre vers ce noble objectif. Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active du Sénégal, c'est une association qui est là depuis 1953. Le sens de ce partenariat, c'est, on peut dire, une concrétisation. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Special Olympics. Des enfants soutenus par des parents dévoués le jour de la fête des mères
mais aussi des autorités du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Les perspectives, c'est l'accompagnement, le partenariat qui va se poursuivre avec le ministère des Sports, parce que nous avons aujourd'hui une ministre qui est très sensible à la question de l'inclusion sociale, surtout l'inclusion des jeunes. Aujourd'hui, on parle des sports adaptés. Une journée d'activités sportives, 2 conventions. Sénégal Olympics voudrait qu'il en soit ainsi plus fréquemment. C'est vraiment une grande joie pour nous de pouvoir nous associer à ces 2 grandes fédérations qui sont là aujourd'hui, qui vont nous aider à initier nos jeunes, non seulement au badminton, mais également à développer leurs aptitudes sociales à travers les méthodes d'éducation active. La jeune fédération de badminton, déjà titrée sur le plan continental, invite les autres disciplines à lui emboîter le pas pour des points de la victoire inclusive. Vraiment, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Peut-être annoncer l'invité de Galaxy. Vous connaissez certainement Aladjiman, l'ancien du groupe Daradji. Il sera notre invité ce soir, mais pas en tant qu'ancien rappeur, mais en tant que président de la Confédération africaine de sport électronique. Ah, ça, c'est important Donc, à découvrir. Il sera notre invité ce soir. Ah, c'est mon voisin, mais je vais m'en arrêter là. Aladji, bienvenue à la RTS, donc, dans un instant, ce sera sur Galaxy. Ouais, après le journal en Wolof, place à Galaxy Sport et puis derrière, Guéobi avec Doudou Mbaye. Merci Ibrahim Mboup. C'est donc terminé pour cette page des sports, de même que pour cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.